مسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Des mots de minuit, bonsoir, heureux de vous retrouver. Nous allons ce soir faire un détour par l'Italie, faire un détour par la Chine. Nous évoquerons également la poésie et la réalisation de films de télévision. L'anthropologie à l'italienne, avec vous, Marino Niola. Vous êtes un grand observateur du temps et de la manière dont il s'est constitué. Donc on va aussi parler avec vous de l'histoire des hommes. Vous êtes anthropologue. Avec vous, Shigang Shen, nous allons parler musique. Et je disais avant le journal que finalement le mot qui vous caractérisait le mieux tous les deux, c'était celui de passerelle. Votre passerelle à vous, Marino Niola, est entre l'anthropologie et votre ville natale, c'est Naples. Votre passerelle à vous, Shigang Shen, c'est le pont que vous établissez entre la musique chinoise et l'orchestration telle qu'on peut la connaître en Occident. Deuxième partie de cette émission, nous parlerons poésie avec Yvon Lemaine, Besoin de poèmes, c'est publié au Seuil. Avec Hervé Ballet, nous évoquerons, je ne vais pas dire saga, je pense que le mot ne conviendrait pas, mais en tout cas cette histoire en 4 épisodes de la sidérurgie en Lorraine avec le Cri, téléfilm actuellement diffusé sur France 2, film écrit et réalisé avec son exigence habituelle par Hervé Ballet. Moments musicaux également dans cette émission avec le Cirque des Mirages, c'est Janowski et Parker. Extrait également du spectacle de danse Yoga Moi. Il est créé et interprété par Irène Akido-Ida. Toute petite précision, cette émission est réalisée et a été enregistrée mardi avec des moyens techniques et humains un peu limités en raison d'un mouvement social de solidarité. Parlons de l'Italie, parlons de la Chine. Commençons avec vous, Marino Niola. Vous êtes né à Naples et j'aimerais vous poser une première question. Comment est né chez vous ce besoin d'aller explorer l'homme, donc ce besoin d'anthropologie? Ce besoin est né peut-être du fait que je suis né dans une ville comme Naples, composée syncrétique, où les temps se superposent et où le présent et le passé se mêlent continuellement. C'est une ville pleine d'altérité, de différences, où les différences toujours souvent éclatent. Et alors, il n'y a pas une culture napolitaine. Il y a beaucoup de cultures napolitaines antagonistes. Toujours, et ce fait la différence de Naples, ce qui fascinait Pasolini, qui considérait Naples la dernière tribu, sa résistance culturelle. Et elle est, si l'on peut dire, une ville par excellence anthropologique. C'est un objet anthropologique. C'est le mieux et c'est le pire de Naples en même temps. Alors, deux remarques. Vous parlez de lieu de résistance culturelle. Vous êtes donc le bienvenu dans cette émission. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que cette ville chargée d'histoire est composée pour 35% de sa population, en tout cas c'est la statistique actuelle, de jeunes. La population est très jeune, à moins de 30 ans. Oui. C'est étonnant d'avoir cette jeunesse dans ce lieu d'histoire. Oui. Et le paradoxe, c'est que Naples, c'est une ville jeune et vieille en même temps. Une ville pleine de jeunes, mais la ville est vieille. Une vieille dame, plus ancienne de Rome même. Et ça fait en partie sa nature baroque, pleine de différences, de syncrétisme, de désenchantement. Et où chaque chose, où tout est contractualisé, et remis en question jour par jour.
Et alors, ça fait sa nature. Et la rend difficile, très difficile, et en même temps, une des villes plus rêvées du monde. La vraie capitale culturelle de l'Italie. La vraie capitale culturelle de l'Italie. On comprend en tout cas que ce soit un Napolitain qui le revendique. Avant d'aller explorer Naples, et notamment ce culte des âmes, on y viendra dans une seconde, je m'arrête sur l'un de vos titres, c'est Totem et Ragout. On ne peut qu'évoquer, quand on lit ce titre, que Lévi-Strauss est finalement ce père fondateur de l'ethnologie et de l'anthropologie, et celui qui est, en ce qui vous concerne, une référence. Oui, Lévi-Strauss est ma référence idéale. Je crois que c'est mon maître idéal. Je n'ai pas été élève direct de Lévi-Strauss, mais de ses élèves. Mon maître a été Valerio Valeri, qui était un des élèves de Lévi-Strauss, et je crois que par moi, pour ma génération d'anthropologues, Lévi-Strauss a été fondamental. Lévi-Strauss pour l'anthropologie a été ce que Kant a été pour la philosophie. Et Messiaen pour Après, Ji-Gang c'est pas la même chose. Et parce qu'avec Lévi-Strauss, l'anthropologie est sortie au dehors de l'enclos des spécialistes et devenue un des savoirs de référence du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle. Et Lévi-Strauss, dans ce sens-là, nous a appris à penser autrement. Connaissez-vous l'anthropologue Bernard Pivot ? Vous savez, c'est celui qui, pendant très longtemps, a fait une émission littéraire à la télévision française. Et un jour, il a reçu, pour toute la durée de son émission, Lévi-Strauss. C'était en 1984, et dans Apostrophe. Et ce jour-là, Lévi-Strauss essaie de donner une définition de l'ethnologie. On l'écoute. À quoi sert l'ethnologie en général ? Vous savez, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Si on veut comprendre l'homme, on peut, à la manière du philosophe, se replier sur soi-même et essayer d'approfondir les données de la conscience. On peut essayer de regarder ce qui, dans les manifestations de la vie humaine, est le plus proche de nous, considérer notre histoire depuis ses origines gréco-romaines jusqu'au temps moderne, ou bien on peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure même les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger. Marino Niola, un commentaire sur cette définition effectivement très ouverte de l'ethnologie, et qu'est-ce qui fait aujourd'hui, quelles sont les techniques que vous utilisez, vous, pour être moderne et ouvert tel que l'a défini Lévi-Strauss ? Je crois qu'une définition ouverte, c'est la vraie force de la démarche ethnologique ou anthropologique. Le regard éloigné, Lévi-Strauss nous l'a appris, c'est fondamental pour reconnaître soi-même dans l'autre et l'autre en soi-même. Et puis, je crois que le lien avec la philosophie reste crucial pour l'ethnologie. Sinon, l'anthropologie risque de devenir une sociologie caricaturelle ou une histoire plus pauvre. La question de base, doit être une question philosophique. Et donc l'ethnologie est une des composantes de l'humanisme. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je crois que de ce point de vue, l'anthropologie, c'est de la philosophie qui, à la différence de la philosophie académique, va sur le terrain. Mais la question
Et l'armamentaire idéologique doit être philosophique. Sans des questions très fortes, il n'y a de la vraie anthropologie. C'est autre chose. La pensée forte doit être forte. Premier travail que vous entreprenez en tant qu'anthropologue, c'est un travail sur la Mélanésie et ses habitants. Qu'est-ce que vous allez chercher chez eux? Que nous disent-ils de nous-mêmes? Alors que ce sont des gens aux références culturelles, évidemment, diamétralement lointaines. Je cherchais dans la structure du pouvoir en Mélanésie. Mon premier livre regardait le pouvoir en Mélanésie et les big men. Les anthropologues anglais les définissaient dans cette manière, les big men, les grands hommes. Oui. Et puis Maurice Godelier a dédié un grand livre à ce phénomène. Je cherchais quelque chose d'extrêmement loin et dans le même temps très proche de nous et à la structure élémentaire du pouvoir chez la société occidentale. J'ai essayé de mettre ensemble des choses qui pas toujours vont ensemble. La littérature ethnographique, la Mélanésie et Hobbes, le Léviathan. Et pour voir qu'est-ce qui sortait. Et c'est pas à moi de dire si le résultat c'était bien ou non. Mais que trouvez-vous de commun entre le Léviathan et la structure d'État chez les Mélanésiens, chez les big men? La centralité, l'importance du corps dans l'attribution et la définition même du pouvoir. Ce que Hobbes appelait les pouvoirs naturels. La force, la stature aussi. Quelque chose d'éthologique. Et là, on peut voir comme les hommes, les sociétés humaines traduisent les propriétés physiques en politique. Ce que c'est plus difficile dans une société policée comme la nôtre. Comme la nôtre. Est-ce qu'aujourd'hui, cette définition ou cette approche, ou ces références communes, sont encore vraies en Italie, en France? Est-ce que les hommes politiques peuvent encore aujourd'hui se définir par leur stature ou leur présence? Je ne parle pas de la France, je parle de l'Italie. Oui. De ce point de vue, les hommes politiques, ils peuvent définir par leur mauvaise stature. Par leur mauvaise stature, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Ou par le besoin de recourir systématiquement à la chirurgie esthétique, par exemple. Oui, et à l'éthologie. Je pensais à votre Premier ministre. On continue. Vous avez raison. On va entrer dans Quelle douleur. Quelle douleur. Quelle douleur. Je vous laisse évidemment l'entière responsabilité de votre propos. Pourquoi une étoile rouge Et c'est une étoile d'un officier de l'armée rouge. Et que fait-elle au revers de votre veston? Parce que je suis communiste. Ah, pardon. Oui, j'avais lu ça quelque part quand même. Il y en a encore de quelque part. Une espèce en voie d'extinction. D'extinction, oui. Aussi en français. Pas trop déçu par votre Église? Vous n'êtes pas trop déçu par votre Église, par l'échec du communisme? Oui, les communismes au pluriel, c'est une chose. Le communisme, l'idée, c'est autre chose. Ça renaît, ça subsiste. Ça subsiste. Entrons dans Naples, si vous le voulez bien. Extrait du film de Roberto Rossellini, Un voyage en Italie, 1954. Couple mythique, Ingrid Bergman, George Sanders. Hein. Un couple qui est en train de se déliter, mais qui, finalement, dans la procession finale, va retrouver ce qu'ils fondent, c'est-à-dire l'amour. Et alors que ces deux êtres se séparent, une partie du film, Ingrid Bergman, Catherine Joyce, en la circonstance, est initiée à l'histoire de Naples, et elle découvre notamment les endroits mystérieux de Naples, alors parmi lesquels celui qu'on appelle le cimetière des Fontanelles. Fontanelle. Extrait, Fontanelle.
Marino Niolin, vous êtes anthropologue italien et vous avez cette spécialité qui consiste à être un des experts du culte des âmes du purgatoire. Et ces âmes du purgatoire, elles sont là, dans ces crânes que l'on a vus, crânes qui sont adoptés par les vivants, et ces vivants, dans un culte, mélangent tout. Vous parliez de syncrétisme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il mélange à la fois la religion chrétienne et des rites païens. D'ailleurs, ce culte des morts n'est pas forcément bien vu par l'Église catholique. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails de ce qui apparaît quand même aujourd'hui dans le monde moderne comme un anachronisme? Oui. Et c'est un anachronisme. C'est un des plusieurs anachronismes qui font la particularité d'une ville comme Naples. Ce culte, c'est un culte tributé à des crânes qui matérialisent les âmes du purgatoire. Ce sont des vrais crânes. Oui, ce sont des vrais crânes qui sont là dans l'ossuaire qu'on appelle le cimetière Cimitero delle Fontanelle. Et ce sont crânes abandonnés, sont des crânes abandonnés. Et on les appelle avec des noms comme les pezzentelle, que ça veut dire petite mendiante. Petit mendiant. Oui, ou les appelle capuzzelle, petite tête, avec des noms qui sont toujours des diminutifs affectueux, comme des petits-enfants. Et on les adopte juste comme on adopte des enfants abandonnés. Et le cerveau de qui avait-il dans ces crânes? J'imagine qu'aujourd'hui, on peut pas mettre de nouveaux crânes, donc c'est des crânes qui appartiennent à l'histoire. Oui, c'est des crânes qui appartiennent à l'histoire. Ils sont des pestifères, des pendus, des malades. Crânes sans nom. C'est un peuple de l'au-delà, une plèbe de l'au-delà, une foule. Et aujourd'hui, on dit même qu'il y a des crânes de mafiosi. Il y a une identification, une identification entre les âmes du purgatoire et les tués par la Camorra, par exemple. Ouais. Selon l'imaginaire populaire, les âmes du purgatoire abandonnées, c'est des morts sans deuil, sans l'élaboration du deuil. Et ça le rend souffrant dans l'au-delà. Et ils ont besoin de quelqu'un qui prend soin d'eux. Et lentement, avec un procès rituel, les accompagne, les emporte dans le paradis. Ça, c'est le... Faut-il être chrétien ou faut-il croire en l'au-delà? Faut-il croire en Dieu pour se vouer à ce culte des âmes du purgatoire? Il faut être chrétien, mais à la manière des Napolitains, où c'est un culte sans médiation des prêtres. Des prêtres. Et si c'est vrai que le fidèle choisit le crâne, c'est encore plus vrai que c'est le crâne à choisir le fidèle, parce qu'il se manifeste, le mort se manifeste en rêve, et se faire connaître. Et alors, le jour après, le fidèle va dans le lieu, al Cimitero delle Fontanelle, et reconnaît le crâne entre les autres, et sont tous identiques. Et alors, c'est clairement quelque chose qui fait penser au rêve dans la société grecque. Et donc, c'est complètement transhistorique. Transhistorique, absolument. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous avez un crâne? Je n'ai pas un crâne. Malheureusement, j'en ai encore. Vous n'avez pas encore trouvé le vôtre? Ben, et il est très dangereux, prendre les crânes. D'un autre? Oui, d'un autre. Seulement, on peut prendre les crânes seulement pour des raisons de culte. Mais si on le prend pour simple curiosité, avec une attitude athéiste, le crâne, c'est terrible. Il se venge. Parce que le crâne, oui, le crâne récompense qui prend soin de lui, mais il punit dans une façon terrible qui l'offense, qui l'outrage. Est-ce que c'est ce que vous dites? Alors, on voit bien comment ça peut prendre sens dans un culte donné.
Vu de l'extérieur, et l'anthropologue que vous êtes le voit comment? Est-ce que c'est un exotisme napolitain, un exotisme moderne? Un besoin de sens qui serait réactivé parce que la société a perdu ses repères, enfin c'est classique. C'est un besoin de sens d'une part. Et de l'autre part, c'est le réflexe dans l'au-delà de la structure communautaire de la société populaire de Naples et du solidarisme communautaire qui, encore aujourd'hui, ordonne la vie sociale populaire à Naples. Et c'est la loi de la solidarité, de l'assistance, de l'aumône qui sont projetés dans l'au-delà. Et donc on peut comprendre qu'aujourd'hui ça reprenne une telle importance dans cette société perdue. Non, et ce culte a encore de l'importance. Enfin, que ça en est plus, enfin, ça en reprenne. Oui, ouais. On reprend et certaines fois j'ai vu des hôtels, des petits hôtels où à côté des statuettes traditionnelles qui représentent les âmes du purgatoire, il y avait des photos de personnes tuées par la Camorra. Alors il y a une structure qui travaille sans cesse, travaille continuellement des matériaux historiques qui changent. Je voudrais qu'on profite du fait que vous soyez là pour parler d'Italie moderne. Et pour ce faire, je voudrais vous parler d'un extrait de la pièce Sabato Domenica e Lunedì, samedi, dimanche et lundi, écrit par le dramaturge napolitain Edoardo De Filippo et mise en scène par Tony Servillo. On l'a vu récemment dans le cadre du festival Un peu d'Italie à l'Athénée. Il y aura un autre programme, une autre pièce de Filippo, il y aura Jour heureux de Beckett. Et dans cette pièce, le moment choisi, c'est le dimanche. Et le dimanche, il y a le ragoût. Il y a cette chose qui peut paraître extrêmement lourde pour certains membres de la famille, mais c'est là un lieu de tradition, un lieu anthropologique, le dimanche, notamment à Naples et en Italie plus généralement. Et je vous propose de regarder un extrait de cette pièce. On est à la veille de ce dimanche où, par tradition, on invite toute la famille à venir manger le ragoût. Et il se trouve que la mère de famille est soupçonnée d'adultère. Non ti controlli più. Ma che significa? Che dici, ma non ti controlli più? Tu mi capisci, Lucy? No, io non ti capisco. No? No, non ti capisco. No. Tu ti devi spiegare. Io mi devo spiegare. Ti devi spiegare. Io capisco solamente che tutto quello che faccio in questa casa è perduto. Avete capito, Don Peppè? Io non voglio più combattere coi figli, coi parenti, la mia pazienza ha un limite! State zitta tu! Che è stato? Poi, qua dentro tutta la vita mia a fare la serva, a sentire tutta la famiglia come una maiala! Ma chi te lo fa fare? Senza riconoscenza da parte di nessuno, voi l'avete sentito chi te lo fa fare? Ma si può sapere che è successo? Ci stiamo preparando per la domenica! Ci siamo permessi di toccare i signori Agnella! Mi devono tagliare le mani! Le mani mi devono tagliare, se io metto più un piede in cucina. Un peu d'Italie à l'Athénée à Paris, c'est un cycle jusqu'au 9 avril. L'Italie moderne, elle est là, hein, dans ces lieux aussi où on remet en scène de manière hebdomadaire la tradition. Vous avez vous-même écrit Totem et Ragoût. L'Italie aujourd'hui, l'Italie qui va voter le 9 avril prochain, quel est son totem et quel est son ragoût? À quoi sert son totem? À quoi sert son ragoût? Son totem, jusqu'à hier, j'espère, ça a été le gouvernement actuel. Son ragoût, j'espère, c'est la gauche. Et parce que les valeurs de la solidarité et du changement sont incarnées en Italie et par la gauche sur... je crois que... Enfin, en même temps, la gauche a beaucoup de mal à se fédérer, à se mettre d'accord, à se mettre ensemble. Oui, et c'est vrai, parce que la gauche, c'est une union de forces politiques. De l'autre part, il y a surtout une union d'intérêts. Quel est ce pays qui est capable de se donner à un homme comme
comme votre Premier ministre actuel. Et quel est ce pays? Je ne l'ai pas voté. J'imagine. Vous avez une petite étoile rouge au revers de la veste. Mais quel est donc ce pays qui est capable à un moment d'adhérer comme ça de manière aussi spontanée, aussi majoritaire à un homme comme Berlusconi? Et quel est plus globalement ce pays d'Europe perdu dans un monde qui est aujourd'hui dominé par le libéralisme et Internet? L'Italie a cru avec une sorte d'enthousiasme, mais je ne crois pas qu'il était seulement enthousiasme. C'était quelque chose de... il y avait plusieurs facteurs. La peur, l'économie qui ne marchait pas. Et Berlusconi, c'est un grand homme de communication, il a su interpréter ce moment-là et il s'est présenté comme la résolution, l'homme capable de résoudre et de rassurer surtout. La stature. Oui, la stature. La stature très modeste, mais il a su rassurer les gens, surtout. Il a bien parlé, il a dit je rends tout riche, et au contraire, la gauche disait il faut faire des sacrifices. Et alors, dans ce moment-là, l'Italie a choisi, en espérant. Ça a été une tentative, mais je crois que cette fois... C'est fini. C'est fini. Et plus rapidement, s'il vous plaît, la réponse, mais plus globalement, cette Italie dans un monde dominé par le libéralisme économique et par cette potentialité incroyable qu'est Internet. Oui, c'est un pays qui est dominé par le libéralisme, certaines fois par le libérisme, qui est l'extrême du libéralisme, et en même temps par la communauté, cioè des structures communautaires traditionnelles, comme on l'a vu dans la pièce d'Edoardo De Filippo, dans Sabato, Domenica et Lunedì, où ces deux extrémités de l'histoire éclatent, parce qu'elles se juxtaposent trop proches. On risque l'implosion à un moment. Oui, c'est ça. Shikeng Shen, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit l'anthropologue italien? Essentiellement, quand il a parlé de Russie, de communisme, ça m'a... Souvenir. Oui, parce qu'il a distancé ou différencié l'idéologie et la société. Donc, pour moi, l'idéalisme existe seulement dans la tête, mais pas dans la réalité. Dans la réalité, c'est beaucoup plus cruel. Donc, en Italie comme en France, le communisme est fort. C'est un mouvement fort. Mais parce que vous n'avez pas vécu une réalité assez douloureuse. C'est ce que j'ai entendu. Et aussi, j'ai pensé que l'histoire du communisme, bon, l'histoire de toute l'humanité, si on prend un fragment de l'histoire, c'est toujours corrigible. C'est-à-dire, une histoire, il peut corriger au moment de certaines décennies, il peut revenir au même point de départ. Tandis que pendant ce moment-là, il a caché la vie des personnes. Ces personnes-là sont perdues. Il ne peut jamais revenir. Ça, c'est la cruauté de l'histoire. On va continuer votre histoire à vous. Et je voudrais qu'on vous écoute, d'abord, qu'on écoute votre musique. Un extrait du 3e mouvement, nommé Libertine, d'Iris Dévoilée, suite concertante pour 3 voix de femmes, 3 instruments chinois et grand orchestre. Les voix de femmes sont celles de 2 sopranos. Pardonnez-moi de les citer en français, c'est Wu Bixia et Qilua, ainsi que d'une chanteuse de l'Opéra de Pékin, Ma Shuai. L'Orchestre Philharmonique de Chine est dirigé par Muai Tang. Image extraite d'un film de Serge Leroux, Reflet d'un temps disparu, un voyage dans la musique de Shikeng Shen. Et ce film a été réalisé en 2003, alors que
vous retourniez en Chine pour la première fois depuis 20 ans. Depuis 20 ans que vous étiez en exil, ou en tout cas vous étiez installé, où vous poursuiviez votre travail de musicien en France. Non, pas exactement en exil. En exil. Oui. C'est pour les études. Pour les études. Ouais. Musique. Votre musique, vous êtes compositeur, vous êtes en résidence à Strasbourg. On parlait il y a une seconde de syncrétisme et toute chose égale par ailleurs, vous réussi, vous êtes en tout cas dans vos compositions, l'incarnation d'un syncrétisme réussi entre la musique traditionnelle chinoise et la manière qu'a l'Occident de concevoir la musique. On y reviendra dans une seconde sur cette façon de créer des passerelles et de fédérer des cultures musicales qui peuvent sembler opposées. Mais je m'arrête pour prolonger le début de conversation que nous avions tout à l'heure sur deux photos que vous avez eu la gentillesse de nous apporter. Deux photos où l'on voit votre père et où l'on voit vous. Et quand je regarde cette photo, je lis la légende, c'est en 1970, vous êtes dans la caserne du 38e corps d'armée à Qingfengdian, en Chine, pendant la période de rééducation idéologique de 3 ans. Il faut dire que, né en 1951, vous avez passé une partie de votre enfance et de votre adolescence dans cette époque, dans une époque singulière qu'a connue la Chine, ça s'appelait la révolution culturelle. Oui. Et apparemment, dans ce que vous avez dit au début de cette conversation, c'est quelque chose qui vous a marqué irrémédiablement. Oui, pas seulement à moi, bien sûr, à tous les Chinois, oui, bien sûr, de l'époque. Bon, avec les distances, avec le temps passé, étonnamment pour moi, cette image ou cette passé est de plus en plus lourde. J'imaginais peut-être, c'est comme on est dans un typhon. Quand on se trouve dans le centre d'un typhon, il y a une calme étonnante de l'époque. Parce qu'à l'époque, je ne me sentais pas si douloureux qu'aujourd'hui. Chaque fois qu'on a parlé de ça aujourd'hui, c'est très difficile d'en parler. L'histoire vous rattrape. Oui. De plus en plus lourdement. C'est comme si le temps a filtré les choses secondaires et l'essentiel reste. Et en plus, la vie est sans cesse comparée avec les autrui. À l'époque, comme était
dans une situation difficile, tout le monde est dans la même condition, donc il n'y a pas de comparaison à faire, donc il n'y a pas d'avenir. On ne pense pas à ça. Et ça a prouvé que la capacité d'adaptation d'un être humain est très grande. Mais aujourd'hui, quand je pense à ça, quand je compare à la vie chinoise aujourd'hui ou française, je ne reviens toujours pas. C'est très difficile. Il faut dire que vous êtes né dans un milieu cultivé. Votre mère était musicienne. Votre père aussi était dans l'establishment culturel, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'establishment culturel. Et un jour, la révolution culturelle a cassé tout ça. Et principe maoïste, les riches, quelle que soit la qualité de leur richesse, ce soit de l'argent ou de la culture, allaient au champ. Vous dites la chose suivante, en tout cas vous disiez il y a quelques années à l'un de mes confrères, finalement le sourire que j'ai souvent, c'est un sourire qui signifie tolérance et détachement. Or, par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de détachement, que finalement... Oui. Oui, peut-être ce que vous avez entendu, ça fait déjà 6 ans ou 7 ans de ça. Oui, j'ai évolué aussi. Oui. J'ai constaté la réalité qui reste dans mon cœur, dans mon esprit, qui est lourd, qui m'influence toute ma vie. 1977, vous entrez au Conservatoire central de Pékin. En 1983, vous en sortez premier. Et vous avez la possibilité, à ce moment-là, parce que vous êtes brillantissime, vous avez la possibilité d'aller étudier à l'étranger. Non, je n'étais pas brillant. Je ne suis pas brillant. Non, je suis travailleur. C'est tout. J'allais y venir. J'allais y venir. C'est une manière... Pardonnez-moi, peut-être un peu facile et un peu journalistique de dire la chose, mais vous étiez travailleur et cette première place, est-ce que vous diriez aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce qu'elle vous sauve? Oui, dans un sens professionnel, pas pour la vie. Mm-hmm. La vie, c'est tout à fait une autre chose. Mais ça me sauve peut-être pour pouvoir avoir une distance par rapport à ma propre culture chinoise. Et parce qu'en chinois, on a une phrase en disant « Si on ne voit pas l'aspect global d'un montagne, c'est parce qu'on y se trouve. On trouve là-dedans. Donc il faut avoir une certaine distance pour voir la globalité d'une image. Donc pour la culture chinoise, ou même pour la culture française, pour les Français aussi, il faut être distant pour voir la globalité et comprendre ce qui se passe là-dedans. Et donc le fait d'avoir ce premier nommé et d'être en France, j'ai pu comprendre davantage la culture chinoise. C'est paradoxal. Pourquoi la France? Parce que vous arrivez, j'imagine, chez quelqu'un que vous connaissez déjà un peu ou dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Olivier Messiaen. Oui. Mais la France n'est pas mon choix, c'est le choix d'un État. À l'époque, l'échange culturel ou éducatif était basé sur la France et la Chine, donc c'est un échange entre les deux gouvernements. C'est vrai que De Gaulle a reconnu la République de Chine assez vite. Oui, oui en 64. Et donc je suis envoyé en France en étant sorti premier et pouvoir étudier avec Messiaen. Et vous arrivez chez Messiaen, extrait d'une émission spéciale de Musical d'Alain Duhaut, c'est le 10 décembre 88. Il avait à l'époque 80 ans. Donc il faut savoir que Messiaen, avec les oiseaux et la couleur, la foi était son autre source d'inspiration. Pourquoi, dans ces conditions, lui demande Alain Duhaut, pourquoi n'avoir jamais composé de passion? Réponse du compositeur qui se dit avant tout musicien de la joie. Écoutez-le. La rédemption par la crucifixion du Christ, c'est la chose la plus importante de la terre. Mais je n'ai jamais été tenté de ça parce que je suis un musicien de la joie et je ne suis pas capable d'exprimer la souffrance. Je ne suis pas doué. Je suis fait pour exprimer les mystères joyeux. Je n'ai exprimé que des mystères joyeux ou des mystères glorieux ou des mystères lumineux,
mais pas des mystères de souffrance. Et même, je n'ai pas écrit de messe liturgique, parce que dans une messe liturgique, on dit « Kyrie eleison », « Aie pitié de nous, aie pitié de nous », mais tout le monde le sait que nous avons besoin qu'on ait pitié de nous. Je trouve que ce n'est pas utile. Je préfère parler de la résurrection, je préfère parler de l'ascension, je préfère parler de choses qui sont moins comprises et qui ont besoin d'être expliquées et explicitées. Vous avez une volonté d'optimisme. Oui, absolument. Commentaire? Oui. Vous avez remarqué qu'il avait dit « je ne suis pas doué ». Oui, je suis pas doué. Ça me fait rire. Il est, avec l'âge aussi, Messiaen est de plus en plus humble aussi. Il est mort en 92. Hein. Oui. Quand il était jeune, il est beaucoup plus agressif. Plus... C'est peut-être vous qui l'avez aidé à... Pas du tout. Quand je l'ai rencontré en 84, il est comme commençait ça. Déjà. Ouais. Alors, il dit de vous que vous êtes d'une intelligence exceptionnelle. Et j'aime bien cette formule dont je ne sais pas exactement ce qu'elle signifie, parce qu'elle peut aussi être très, très musicale, mais il disait de vous que vous aviez une excellente audition intérieure. Je comprends mieux maintenant, après vous avoir entendu pendant une dizaine de minutes, pourquoi il disait que vous aviez une audition intérieure. Elle est étrange, cette formule. Et parce qu'en musique, souvent on parle de l'oreille absolue. Oui. Quand on... Et là, il parle de votre oreille absolue, ou il vous parle... L'oreille absolue, ça veut dire imagination, et le pouvoir de recevoir et sortir d'une chose fabriquée de son propre esprit. Ça, c'est vous. Oh non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, hein, je demande. Ouais, l'oreille intérieure est très, très importante pour un musicien. Et est-ce qu'on peut entendre un autre sens dans l'audition intérieure, la capacité de s'écouter telle que vous nous avez... Enfin, tel que vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est une capacité de résumer d'un monde extérieur, pour moi. Deuxième extrait que je voudrais vous montrer, ce journal de 20h, 11 janvier 2004. Et je voudrais vous faire découvrir, et à l'époque la France découvrait une étonnante danseuse étoile, et avant d'être la fierté de la danse chinoise, Jing Xing était colonel de l'armée populaire de libération. Après, je vous poserai la question de savoir si l'art sauve. Et je crois que c'est aussi un bel exemple dans ce cas-là. Regardez. Marseille, ces jours-ci, devenait Shanghai sur Méditerranée, en accueillant le spectacle chinois de danse contemporaine de Tin Xing, une danseuse toujours à la recherche du yin, de l'élément féminin. C'est un astrologue qui m'a conseillé de vivre dans des villes où il y ait le plus d'eau possible. Et je suis ravie de faire ma première française dans une ville comme Marseille, avec toute cette eau. Car voyez-vous, j'ai encore trop de feu en moi. Trop de feu, c'est encore trop d'éléments masculins, comme ce corps de garçon dans lequel Tin Xing se sentait prisonnière quand elle était danseur dans l'armée. Son changement de sexe en 1995, puis d'état civil, ont fait scandale. La danse contemporaine était tout aussi taboue en Chine. Tin Xing est une pionnière à plus d'un titre. Avec des hommes en tutu rouge, avec des danseurs et des danseuses, silhouettes indistinctes, androgynes, ce spectacle évolue dans un univers de transition. Commentaire sur... Commentaire. Tout ce qui est extravagant est apprécié en général en France. Donc ça m'a beaucoup étonné, parce qu'on a beaucoup parlé de Tin Xing en France, mais beaucoup moins en Chine. Ceci n'est pas pour... Pas facile d'en parler. Non, c'est pas pour une raison... Non, il fait parler aussi. Mais ceci n'est pas pour une raison politique, je crois. Pour moi, Tin Xing est encore jeune. Il n'a pas l'audition intérieure. Il est un peu trop sûr de lui, oui. Pour moi, c'est tout à fait personnel. Vous êtes-vous senti-vous un jour trop sûr de vous aussi? Je suis très sûr de moi à l'intérieur. Mais il ne faut pas écraser les autres. C'est le problème. Ouais. Je pensais, en voyant ces images, je pensais à la musique du ballet Épouse et concubine. Hein, on se souvient bien sûr du film de Zhang Yimou. Question sur
ce syncrétisme dont on parlait tout à l'heure est donc sur la manière dont vous faites de la musique. Comment la fabriquez-vous ? Comment êtes-vous capable de ce mariage entre des cultures musicales qui sont différentes? Parce que je me considère comme un arbre chinois qui est implanté en France. Donc, les racines sont là-bas et les fleurs sont... Enfin, non, racine est déjà ici. Parce que aussi, ouais. Implanté ici, donc racine se trouve dans la terre française. Donc j'ai reçu la lumière, la pluie, l'air, etc. Donc, mais tout en restant chinois. Parce que je suis tout à fait un arbre chinois, mais je ne suis plus le même arbre chinois. Donc je ne suis pas non plus un arbre français. Donc tout ça est devenu tout à fait naturel pour moi. Je ne fais pas de fabrication. Donc tout ce qui est reçu en Chine reste en moi. C'est ce que vous avez en vous. Oui. Donc tout ce que j'ai étudié en France aussi, c'est en moi. Y compris la musique électronique et l'informatique. Électronique, c'est un moyen, c'est pas une expression. Donc quand on exprime avec un moyen, donc le moyen est seulement un support. Donc ça ne change rien. Dans l'œuvre qui est Iris dévoilée, dont on a vu un extrait tout à l'heure, vous vous intéressiez aux femmes, c'était une déclinaison sur les femmes. Dans Invisible Voices, qui est l'une de vos dernières œuvres, créée à Stuttgart, me semble-t-il, en Allemagne, à l'automne 2005, redonnée à Strasbourg et à Paris il y a un mois, les thèmes que vous abordez sont ceux du monde disparu et de la primauté de la mémoire sur la réalité. Oui, c'est une... Comment est-ce que vous choisissez vos thèmes, Iris dévoilée? On est là dans quelque chose qui est très, comment je vais dire, qui est très immédiat. C'est le rapport homme-femme, oui. Le rapport de l'homme à la femme. Et quelques années plus tard, vous êtes dans la mémoire, comme si il fallait se désintéresser ou s'éloigner de la réalité pour travailler sur... Non, la plupart des choses que j'ai écrites, c'est sur ce thème, c'est-à-dire à la recherche d'un temps passé. Mais je crois que la vie est constituée par des mémoires. Hein. Bon, même si on a une longévité de 80 ans, si on n'a pas de mémoire, le temps ne sert à rien. Donc, tous ces temps-là, tous ces mémoires, tous ces événements dans ma vie, se crée un homme tel que moi. Donc, tous les mémoires restent en moi, mais la réalité est déjà passée. Donc, c'est toujours douloureux de penser à ça. Mais la réalité, il y a une autre chose, c'est dans ce mémoire-là, il y a l'homme et la femme. Je crois que c'est principal, c'est fondamental d'une vie. Vous l'imaginez comme une réconciliation, comme une évidence? Homme-femme? Pour un homme, femme, c'est tout. Identique pour une femme. Donc, femme, c'est un sujet presque éternel pour moi. Y compris le palais, l'épouse et concubine, c'est l'homme et femme. Donc, Iris dévoilée, l'homme et femme. Et le disque qui vient de sortir, la première pièce s'appelle Extase. Il raconte la relation entre une femme et un homme aussi. La relation que vous avez avec cette femme singulière qu'est la Chine, vous l'expérimentez dans un premier voyage filmé par Serge Leroux, on en a parlé tout à l'heure, c'était en 2003. Et entre le moment où vous arrivez en France, dans le cadre des échanges culturels mis en place, et le moment où vous repartez en Chine, 20 ans se passent. Je voudrais qu'on regarde, et aujourd'hui vous êtes à nouveau bienvenu, ou en tout cas vous vous sentez bien en Chine, je ne sais pas, extrait du journal de France 2, c'était en novembre 99, tournée de l'Orchestre national de France à Pékin, la Chine populaire découvre la musique d'un enfant du pays formé en partie à l'école occidentale, c'est vous. Regardez comment on vous voyait à l'époque alors que vous n'y étiez pas encore retourné.
D'habitude, l'Assemblée nationale populaire ronronne d'autres harmonies. Ces jours-ci, à la demande du président chinois, c'est la musique occidentale qui y résonne. Le soliste le plus attendu ici est un Chinois, qui va interpréter un compositeur chinois formé en France comme lui. Le chef, Charles Dutoit, a concocté un programme sur mesure avec la création d'une œuvre de Chen Shigang. C'est une occasion qui me permet de sentir réellement ma musique dans mon pays. Les Chinois ont reconnu dans cette œuvre contemporaine des citations de musique traditionnelle chinoise du IIIe siècle de notre ère. Le trait d'union était tout trouvé. On a vu dans le public des gens qu'on voit d'habitude à la tribune des bureaux politiques dans la Chine traditionnelle. Est-ce que pour vous, je ne vais pas parler de revanche parce que je pense que vous allez écarter le mot, mais quel est le sentiment que vous avez à ce moment-là? C'est-à-dire quand finalement vous redonnez à votre pays et à votre pays, mais surtout à l'institution, à l'État de votre pays. Et c'est lui qui va vous applaudir. C'est pas moi qui a décidé ça, mais c'est l'État qui a décidé. Oui. Donc la visite de l'Orchestre national l'empêche. Mais il faut préciser que quand j'étais sorti de la Chine en 1984, j'ai voulu rejeter tout un système, toute une société, et ne plus revenir en Chine. Dans ma tête, parce que tout ce qui est communisme, etc., était mauvais. Bon, ça, c'est ce que j'ai reçu de là-bas. Mais au bout de 20 ans, au fur et à mesure, peu à peu, j'ai constaté que ce n'est pas si idéal, si parfait, une société occidentale telle que France. Donc, ça me fait beaucoup réfléchir. Est-ce que le système démocratique, aujourd'hui, qu'on a ici est vraiment parfait? Pas du tout, pas du tout. Il y a beaucoup de défauts aussi. Donc je reviens aux conversations tout à l'heure. Le communisme idéal n'est pas aussi mauvais que ça. Ah ben voilà, on va vous réconcilier. Oui. On a gagné. Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, 99 c'était à Paris, c'était l'Orchestre de Pékin à Paris, mais 2003 c'est vous qui allez là-bas. Oui. Et comment vous la retrouvez, cette Chine? Il y a libéralisme, il y a quand même beaucoup plus de liberté. Beaucoup plus de liberté, oui, de conversation. Les gens peuvent parler librement chez soi, dans un restaurant, mais à l'époque, il y a 30 ans, ce n'est pas possible. Hein. Il y a des dénonceurs, pas partout. Mais aujourd'hui, ce phénomène n'existe plus. Mais quand même, il y a... Bon, aucun système n'est parfait. Donc, il reste des pesanteurs. Oui, il y a des gènes encore, mais je crois que ça va évoluer. Marino Niola, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit le compositeur chinois à Paris? Je crois que le compositeur a parlé comme un anthropologue. Il a dit des choses formidables sur l'identité. L'identité qui est la grande question d'aujourd'hui, qui rend dramatique le paysage contemporain. Et il lui a dit on peut connaître la France de la Chine et la Chine de la France. Et il a dit un autre mot que c'est le seul miroir où l'on peut voir sa propre image, c'est l'autre. Oui, c'est ça. Il est d'accord. Oui, oui. La France m'a permis de comprendre la Chine et la Chine m'a permis de comprendre davantage la France aussi. Allez-y, pardon. Comme pour moi, la Mélanésie m'a permis de comprendre Naples et au contraire. Mais il y a un autre phénomène, et c'est contradictoire hein, en même temps que ça, c'est qu'on est chevauché entre les deux cultures, on n'est plus accepté par qui que ce soit.
quand on a deux maisons, on n'en a aucune. C'est un proverbe de ma grand-mère. Oui, donc en France, on m'a considéré comme un Chinois, peut-être un démodé, mais en Chine, je suis considéré comme un avant-garde, incompréhensible. Vous êtes une avant-garde incompréhensible pour la Chine? Pour les Chinois, souvent. Mais pour les Français, bon, je parle de milieu professionnel. En même temps, dans le film de Leroux, ce qu'on voit, c'est que vous allez dans des écoles et que là, alors, est-ce qu'on reçoit le grand homme parce qu'il est présenté par les officiels? Bon, mais là, il y a aussi, a priori, ce qu'on peut imaginer de germes, de graines qu'on peut semer, non? Bien sûr, dans une école primaire, c'est tout à fait, tout est possible. La Chine a beaucoup changé, ça m'a surpris beaucoup. Dans une classe de 40 personnes, il y a 36, c'est tout à fait ordinaire d'une école, 36 pianistes. Ça, c'est le bienfait des conceptions communistes, parfois. Hein, je galège. On continue en musique, on va écouter le Cirque des Mirages. Alors, voilà un duo. Janowski, d'un côté, il est poète, auteur, co-compositeur, il est aussi interprète, et Parker est pianiste, comédien, compositeur et arrangeur, et de leurs deux lubies naît le Cirque des Mirages. Le Cirque des Mirages, c'est une espèce de cabaret théâtre expressionniste. On va les retrouver dans ce qui apparaît comme finalement un spectacle total. C'est un extrait de ce spectacle, ça s'appelle « L'amour à mort ». Et nous comprîmes que l'amour était une valse de vie et de mort. C'est l'amour qui vous prend au cœur, mais c'est la mort qui prend au corps, qui vous jette enlacé dans sa danse effrénée comme une bête vous dévore. C'est l'amour qui vous donne et qui vous condamne. Dès le premier rendez-vous, quand dans l'autre l'étoile vous implore, c'est l'amour qui vous prend au cœur, mais c'est la mort qui chante au corps, qui vous laisse embraser de cette autre donnée dans les draps frêles dire mort. Et lorsque l'amour s'éteint comme un feu de paille, c'est le cœur qui défaille, c'est bien qu'on ne sait plus si c'est l'amour qui meurt ou bien la mort qui tue. C'est l'amour qui vous pend au cœur, c'est la mort qui pend au corps, quand l'autre s'est lassé de vous, s'en est allé chercher ailleurs un autre part. C'est l'amour qui vous larme, vous laisse sans harmonie, comme un oiseau blessé qui tombe reste seul face à la mort. C'est l'amour qui vous rentre au cœur, et c'est la mort qui chante encore, et qui chante à crever bien que tout soit passé comme un long rêve qui vous mord. Et lorsque l'amour s'éteint comme un feu de paille, c'est le cœur qui défaille, c'est bien qu'on ne sait plus si c'est l'amour qui meurt ou bien la mort qui tire. Car que l'amour vous prend dans ses mirages, que cet autre un beau jour vous effleure au passage d'un rien, comme un cri sur le corps qui se donne à mort, que tout faillit c'est la mort qui se donne encore, que tout roule vous attire comme au fond d'un verre, si bien qu'on croit chaque fois que c'est la dernière quand cette déchéance, mais qu'on recommence. C'est la mort qui vous pend au cœur, c'est la mort qui pend au corps, quand l'autre s'est lassé de vous, on est allé chercher ailleurs un autre part. C'est l'amour qui vous larme, vous laisse sans harmonie, comme un oiseau blessé qui tombe reste seul face à la mort. C'est l'amour qui vous rentre au cœur, mais c'est la mort qui chante encore, et qui chante à crever bien que tout soit passé comme un long rêve qui vous mord. Et lorsque l'amour s'éteint comme un feu de paille, c'est le cœur qui défaille, c'est bien qu'on ne sait plus si c'est l'amour qui meurt ou la mort qui tire. Car que l'amour vous prend dans ses mirages, que cet autre un beau jour vous effleure au passage d'un rien, comme un cri sur le corps qui se donne à mort, que tout faillit c'est la mort qui se donne encore, que tout roule vous attire comme au fond d'un verre, si bien qu'on croit chaque fois que c'est la dernière quand se déchéance, mais qu'on recommence. C'est la mort qui vous prend au cœur, mais c'est la mort qui chante au corps, qui vous laisse embraser de cette autre donnée dans les draps frêles du remords. Et lorsque l'amour s'éteint comme un feu de paille, c'est le cœur qui défaille, c'est bien qu'on ne sait plus si c'est l'amour qui meurt ou bien la mort qui tire. Et lorsque l'amour s'éteint comme un feu de paille, c'est le cœur qui défaille, c'est bien qu'on ne sait plus si c'est l'amour qui meurt ou bien la mort qui tire.
Le Cirque des Mirages. Nous ont rejoint Hervé Ballet, un film écrit et réalisé 4 épisodes sur France 2. C'est un film de télévision. Yvon Lemaine, Besoin de poèmes, dernière publication publiée au Seuil. C'est la semaine de la poésie, le printemps des poètes. Hervé Ballet, je voulais reprendre une phrase que vous faites dire à un petit maître des forges au début du premier épisode de votre série. Et il dit à peu près ceci en parlant de l'ouvrier: ce n'est pas un homme, c'est un être déchu et dégénéré, il a les traits grossiers et sans harmonie, il porte sur sa figure la stupidité des doctrines et des idées avec lesquelles il vit. Et voilà une manière de s'avancer dans ce film qui s'appelle Le Cri. Alors je pensais... l'ouvrier n'est pas un homme, on dirait presque du Georges Frêche pour parler de sous-homme récemment. Question sur, ou en tout cas la remarque qui vient immédiatement, c'est que par rapport à le mot n'est pas trop fort, par rapport à la charge contre ceux qui ont défendu ou ceux qui ont incarné les capitalistes, qui ont incarné ce qui va devenir plus tard le libéralisme, il y a une charge extrêmement importante, extrêmement dure. Première remarque. Deuxième remarque, il y a une exigence dans vos manières de travailler, 4 ans pour écrire et réaliser vous-même ce film de télévision. On parlait tout à l'heure avec Marino Niola d'espèces en voie de disparition. Est-ce que vous seriez, vous aussi, une espèce en voie de disparition? Un peu, je crois, oui. Oui, un peu, parce que ce métier d'auteur-réalisateur à la télévision qui a connu j'ai eu de grands prédécesseurs, est un peu en voie de disparition, et je le regrette, parce que la télévision est un moyen formidable de pouvoir exprimer des choses personnelles, enfin, ou des envies, en tout cas des thèmes qu'on a envie d'aborder. Pour parler un peu de ce texte que vous venez de citer, d'abord, il faut le resituer à son époque, c'est-à-dire c'est dans les années 1860 à peu près. Fin 19e, oui. Fin du 19e, et ce texte, je ne l'ai pas écrit, je l'ai trouvé. C'est écrit par un monsieur Vallon qui, au cours d'une préparation je crois, d'une élection, je ne sais plus laquelle, d'ailleurs je ne crois pas qu'elle était citée, avait écrit dans une revue ce texte qui m'a frappé tellement fortement que je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas le citer dans le film. Parce que ces textes ignobles, comme celui-ci, on les a réentendus après dans la bouche dans les écritures des nazis, en ce qui concerne les juifs, enfin, etc. Et je me dis qu'il était bon de rappeler ces textes-là, parce que tout compte fait, ça n'est pas si loin, le 19e, et aujourd'hui, j'espère qu'il n'y aura pas... En même temps, Hervé Ballet, on a l'impression, l'autre jour, dans un reportage télévisé, parce qu'une société, je ne sais plus laquelle, fermait un site, la caméra, on était dans un reportage du journal, volait les remarques d'un contremaître qui disait, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs, SIC. Et je me disais que entre ce que vous dites dans votre film, que ce soit au 19e ou jusque dans les années 60, 70, 80, c'est-à-dire au moment du démantèlement de la sidérurgie en Lorraine, il y a peu d'espoir. Je crois qu'il y a votre film, vos 6 heures sont pessimistes. Non, oui, elles sont pessimistes, bien sûr, c'est un constat. Et ce constat ne peut pas être optimiste, puisque c'est la fin d'une industrie, ou en tout cas presque la fin d'une industrie, il en reste peu. Même si on m'a souvent, non pas mis des bâtons dans les roues, mais enfin j'ai eu quelques difficultés à faire ce film, parce que on voulait bien faire un film sur la métallurgie, qu'il existe ce film, mais on me disait faites un film sur la métallurgie en blouse blanche, et là nous serons d'accord et nous vous ouvrirons les portes de nos fourneaux, et on les a fermés.
Le film n'a pas été fait en Lorraine, non, alors qu'il reste un haut fourneau, groupe Wendel, mais en Belgique. Il était fait en Belgique. Donc on comprend que certaines portes ont été fermées. Oui, les portes ont été fermées. Mais pessimiste, je ne le pense pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le but de ma démarche. Ma démarche, au contraire, c'est essayer de faire ces films, non pas pour la nostalgie d'un passé révolu. On ne peut pas être nostalgique d'années difficiles. On ne peut pas, ça n'est pas possible. C'est au contraire, ces films, j'essaie de les faire. Je les fais avec la mer, je les fais avec la terre. J'essaie de les faire pour la... Entre terre et mer, c'était 97. Le Chant d'Olan, c'était 2002. 2002, oui. Les paysans et les marins. Et j'essaie de faire ces films pour la jeunesse, pour qu'ils... La mémoire. La mémoire. Tout à l'heure, je vous écoutais et je me disais qu'on avait les mêmes... les mêmes valeurs, monsieur Lussier. Les mêmes valeurs, oui. Je pensais à ça parce que vous n'êtes pas sociologue dans votre approche, vous n'êtes pas marxisant non plus. La meilleure définition, je lâchais le mot tout à l'heure, c'est de l'humanisme. Et en fait, on a, chez tous ces gens qui subissent, quel que soit le degré de leur révolte, il y a beaucoup de choses à prendre. On peut vraiment se nourrir. Enfin, ils sont nourrissants. Ces gens dans leur comportement, dans leurs attitudes et dans leur manière d'affronter l'adversité. Oui, ils sont très nourrissants, oui, comme vous le dites. En général, on ne leur donne pas souvent la parole. On a l'impression qu'ils n'existent pas. Enfin, en tout cas, eux ont l'impression qu'on ne les regarde pas, qu'on ne les interroge pas, qu'on ne les fait pas répondre à des questions qu'on devrait leur poser naturellement. Et c'est tellement vrai qu'encore il y a quelques jours, j'ai montré ce film dans plusieurs pays, comme ça, des régions industrielles en France. Et en Lorraine, un homme m'a dit « Mais pensez-vous, monsieur, que ce film va intéresser des gens ailleurs que dans notre région ?» Et j'ai senti chez cet homme comme une espèce d'appel au secours, mais valons-nous la peine d'être regardés ou valons-nous la peine qu'on s'occupe de nous ou qu'on nous fasse parler? Et depuis, en prenant un peu d'âge comme ça, je me suis dit que... À vous aussi? Oui. Je me suis dit que la meilleure façon d'occuper ma vie, peut-être, ce serait d'être le passeur de parole de ces gens-là, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses intéressantes pour justement nous nourrir et nourrir les gens qui nous suivent. Ce qu'on note dans votre film, c'est une qualité très impressionniste, c'est-à-dire que l'harmonie, et pour moi qui connais le nord de la France, l'harmonie, la musique est quelque chose d'extrêmement important, qui soude, qui fédère, qui console. Oui. Et vous parlez aussi, il y a le détail, le soviet, ou le porto-soviétique, c'est le vin rouge, c'est la vinasse. Et la vinasse, c'est aussi pour vous une manière très impressionniste d'évoquer l'alcoolisme qui a ravagé quand même considérablement ces métiers. Extrait de votre film, la condition qui est faite à ces ouvriers de la sidérurgie et à leurs veuves. Extrait. Voilà votre enveloppe, Madame Gilbert. Merci, monsieur. Je suis heureux de vous annoncer que la direction vous a consenti 3 mois de salaire de votre mari. Elle a même ajouté sa prime de fin d'année. Anticipation. Je sais pas comment... Non. Joseph était un bon ouvrier. Il avait toute notre estime. C'est inutile de vous assurer que nous partageons tous ici, et notamment la maîtrise, le deuil qui vous accable. Ah, j'oubliais. Nous envisageons de récupérer votre maison comme la loi nous y autorise. Tout de suite? Non. Dans un avenir plus ou moins proche.
Je vous conseille toutefois de chercher à vous reloger au plus vite. La liste de ceux qui attendent est longue. On dit GLURPS, hein? Oui, ça n'était pas fréquent, mais ça existait. Aussi, oui. Donc je me suis dit, il faut le dire. Je parlais de votre exigence tout à l'heure, exigence sur l'écriture, puisque pour réaliser ce film, c'est 4 ans, c'est 4 années de votre vie. Exigence aussi sur, semble-t-il, d'après les témoignages que j'ai pu lire, sur l'équipe technique et cette, pour une fois que l'expression n'est pas galvaudée, cette famille que vous réunissez autour de vous, techniciens, acteurs, qui donne encore plus de sens au film. Oui, j'ai cette chance d'avoir, je ne sais pas comment vous parlez de famille, moi je parlerais aussi bien de troupe, un petit peu quand même. Il y a forcément des gens, il y a un renouvellement pour des raisons d'emploi du temps tout simplement ou d'autres choses, mais c'est vrai que l'équipe technique avec laquelle je travaille me suit maintenant, où je les suis depuis des années, et chez les acteurs c'est la même chose, il y a beaucoup de fidèles. Mais là, il y a quelque chose en plus qui s'est passé sur ce film, c'est que chacun m'a avoué, après coup, avoir une raison personnelle de participer à cette aventure. L'aventure de la dynastie Panot. Filmer des photos, des textes, des manifs, des moments de votre vie, car le film est une arme. On pourrait vous retourner le compliment. Les groupes Medvedkin, que vous connaissez sûrement, c'est publié aux éditions Montparnasse. Medvedkin était un cinéaste soviétique qui avait inventé le ciné-train, c'est-à-dire qu'il prenait le train pour aller se balader, pour rencontrer des ouvriers, pour aller dans les usines. Et ce principe a été repris et adapté par Chris Marker dans les années 60 en France, y compris après 68. Et il a proposé de filmer les ouvriers dans leur cadre de vie. Il leur apportait l'argent et la technique et les conseils pour le faire. Dans cet album, il y a une quarantaine de films, une douzaine, pardon, formidablement intéressants de les retrouver évidemment 40 ans après, principalement tournés, on n'est pas loin de la Lorraine, c'est en Franche-Comté, notamment autour de la filature de Rodia Seta, c'était à Besançon. Évocation aussi dans cette sélection des événements de 68 et un film sur le Chili. Extrait de À bientôt j'espère, Chris Marker, Mario Marette, c'est finalement le premier film qui a donné l'élan à cette aventure quand même pour le moins singulière. Comme la vôtre, je rappelle que Le Cri est en diffusion, dernier épisode, c'est lundi, c'est sur France 2, et vive ce genre de film. Hein. Merci. On regarde Marker et Mario Marette. Et puis, c'est vrai, quand elle me parle de travail, de son travail, eh ben ça me contrarie, tu vois, je ne veux pas y répondre, quoi, ça ne m'intéresse pas, j'en ai marre de parler tout le temps de ce travail. On fait pas les choses utiles en travaillant, on fait l'utile pour soi parce qu'on ramène sa paye, quoi, mais enfin, on travaille dans le vide, hein, de toute façon, actuellement on travaille dans le vide, quoi. Travailler pour les autres, c'est pas drôle. Et c'est la machine qui nous conduit, quoi. C'est toujours les mêmes gestes. On fait toujours pareil, s'il n'y a aucun intérêt à ce travail, quoi. Moi, j'arrive à 8h, à 8h10, je regarde déjà ma montre. Hein? Je m'ennuie, enfin, on s'ennuie, moralement, on s'ennuie, quoi. Les groupes Medvedkin, on n'est pas loin de ce que vous dites hein, dans le cri parfois. Yvon Lemaine, besoin de poèmes au Seuil.
Comment entrer dans une maison? Par la porte, par la fenêtre, par la cave, par le grenier, en frappant ou en sonnant? Comment entrer dans un poème? À quelle heure du jour ou de la nuit, de l'enfance ou de la maturité? Il y a les maisons de paille où le charpentier commande, celles de pierre où le maçon décide quand les huttes de terre se serrent autour de l'ombre et que les maisons de verre se jettent dans la lumière. Et il y a les maisons qui suivent la courbe du soleil. La terre tourne, la terre gèle et brûle, fleurit en rouge et meurt en ocre, car la terre, comme les hommes qui écrivent des poèmes, vit. Matin du Nouvel An, l'an passé brûle encore dans le poêle. Poème cité de Ino Sojo. Besoin de poèmes. C'est la bonne semaine, vous me direz, mais c'est important ce besoin de poème parce que il y a quelques années à Plogoff, dans des circonstances un peu singulières, vous avez lu de la poésie devant 100 000 personnes, ce qui est un record mondial, j'imagine. Mais je trouve que, à la fois dans le titre de ce livre, puisque c'est un livre, publié au Seuil, et dans cette évocation du lecteur que vous êtes à Plogoff devant 100 000 manifestants contre une centrale, il y a ce que vous incarnez, c'est-à-dire la poésie, parce que vous êtes un des rares aussi à vivre de votre métier tout en étant, pas un militant, mais un exigeant. Oui, voilà. J'en vis depuis... Je me suis lancé dans cette aventure quand j'avais 18-19 ans. Et je viens d'un milieu tout à fait dont vous parlez. Mon père était cantonnier, ma mère était couturière. Mon père est mort quand j'étais petit. Et il était malade, donc il ne trouvait pas de travail comme il aurait pu. Et il m'avait dit un jour, ou alors j'ai reconstruit cette image, je ne sais pas, mais si tu trouves le métier de tes rêves, suis-le. Et ça m'a marqué. Il était cantonnier auxiliaire, même pas titulaire. Donc je me suis dit, quel est le métier le plus princier, le plus impossible? Poète, c'est pas mal. Alors maintenant, c'est un peu une provocation, mais... Et à 18 ans, je me suis lancé dans cette aventure. J'ai dit des poèmes la première fois devant des ouvriers en grève, au Kaolin, dans les usines de Kaolin dans le centre-Bretagne. Et incroyablement, les gens ont écouté. Voyez, et j'ai choisi en 10 minutes d'arrêter ce que j'avais entrepris pour me lancer dans cette aventure-là. Et 17 ans plus tard, ça a été, disons, économiquement possible. Même si j'ai le nez part trop dans les livres, le téléphone part trop sur l'oreille, je sais que les temps changent et parfois coïncident, et quand le livre en cours rejoint le cours de ma vie, je trouve le poème sous les pas de mes pieds. Bon, bah vous avez gagné. Merci. C'est aussi facile que ça, enfin aussi... quand c'est là, est-ce que c'est aussi évident? Il suffit de regarder sous la semelle et oui, c'est là, c'est ce jour-là, c'est ce moment-là. Oui, la Terre est... Je crois que la Terre, enfin les êtres humains, la Terre, la nature, les saisons, tout est là. Il suffit de regarder, écouter, sentir. Et ensuite transcrire ce qui nous est donné. Le pire est le meilleur, mais il y a... mais parce qu'il y a le pire... parce qu'il y a la mort, la souffrance, enfin l'exil, il y a aussi, et évidemment, le meilleur, et en particulier tout ce qui ne se vend, ne s'achète. Le chant d'un oiseau, le sourire d'un enfant. Moi, j'habite en Bretagne, devant des paysages qui sont assez puissants, quoi. Et d'y vivre tous les jours, c'est... Pour continuer à aimer cette beauté-là, il faut être très, très vigilant. Nos chagrins se mélangent et réclament la parole, comme si seuls les poèmes pouvaient les contenir, les consoler. Vous êtes breton, vous venez de le dire, Yvon Lemaine, vous êtes né en 1953, vous avez fait une fac d'histoire. Quand on pense Bretagne, on peut penser militantisme et on peut penser langue bretonne. Quel est votre rapport à l'un et à l'autre? Alors, bon, moi je ne suis pas nationaliste du tout. C'est un sentiment que j'en parle, pas à travers la Bretagne, d'ailleurs à travers des expériences, des rencontres à Sarajevo, voilà, les voyages que vous faites notamment en Bosnie. Oui, en Bosnie, et qui a donné tous les massacres qu'on connaît. Et parce que j'aime, je vis où je suis né, ce qui est quand même, je voyage beaucoup, mais je vis à 12-20 km de l'endroit où je suis né. Et donc, et je suis très attaché au pays, à la physique, à la chimie, aux personnes aussi.
Et donc, plus j'aime mon pays, moins je suis nationaliste, si vous voulez. Enfin, pour dire un mot assez terrible et qui a commis beaucoup de crimes. Parce que c'est incompatible, c'est un nationalisme est un amour jaloux du pays. Alors quant à la langue bretonne, il se trouve que malheureusement, ma mère est née à Paris, enfin c'est pas ça qui est malheureux, mais elle ne parlait pas breton, mon père n'a pas eu le temps de nous transmettre. Ensuite, quand j'étais petit, je suis de la génération qui a plutôt perdu la langue. Moi j'ai appris le grec et le latin à l'école et le breton est passé à côté de moi. Il y avait dans mon petit village natal une femme, je me souviens, qui parlait que le breton et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle dit, je comprends pas. Elle me faisait peur presque. Et j'ai dit que le breton est une langue inconnue et pas étrangère. Donc ça m'a donné un rapport à la langue, je connaissais des mots en breton, des mots de la nature en particulier. Un rapport distant, comme un rapport d'inconnu, donc poétique finalement. Parce que toute langue est étrangère et donc c'est intéressant d'avoir un rapport étrange avec une langue, se disant, même la langue française que je pratique quand même à travers les livres pour moi elle reste étrange toujours et grâce à cette étrangeté je peux travailler le poème, quoi. Vous participez bien sûr au festival Étonnants Voyageurs. Salutations à Michel Lebris. Et à Lannion, vous organisez une manifestation qui s'appelle Il fait un temps de chien. Un temps de poème, pardon. Il fait un temps de poème. Qu'est-ce que c'est qu'il fait un temps de poème? C'est un vers qui a été trouvé, si je puis dire, par un de mes maîtres. J'ai eu la chance à 20 ans d'avoir 3 maîtres. Guy Yvick, qui est un poète qui a inventé, à mon sens, quelque chose dans la langue, qui a introduit dans la poésie en 1937-38 les clous, les chaises et des choses comme ça. Xavier Graal, qui a écrit un poème très beau un peu avant sa mort. Et puis Jean Malrieux, donc, qui était un instituteur ami, dont Breton disait qu'il était jaloux de ses poèmes et qu'il était un poète né. C'est lui qui a trouvé cette phrase très belle, « Il fait un temps de poème ». Et je trouvais que c'était... Parce que le mot poème fait tellement peur, à la fois il est très... On dit que c'est un poète, et en même temps il est à la fois ridicule et magnifique. Donc dire il fait un temps de poème, c'est atmosphérique. Donc ça permet aux gens de venir par le haut, par le bas, par en dessous, etc. Viennent-ils? Bon. Croisons les doigts, oui. Oui, non, quand même. Sinon, ça fait 14 ans. Hein, je oui, non, mais c'est pour ça que je vous le dis. Il y a du monde un peu, quoi. C'est des gens de tous les milieux sociaux, par contre. C'est ça que j'aime dans le poème. Ça traverse tous les âges, toutes les classes, etc. Et il y a, par exemple, est venu de quelqu'un de votre pays, François Tcheng, avec qui j'ai un lien très très fort. Je parle de lui beaucoup dans le livre, d'ailleurs, dans mon livre. Et c'était miraculeux, on était tous en suspension, comme ça, en lévitation. Et donc, si ça dure depuis 14 ans, c'est quand même... il y a écho. Je lis un poème et ensuite je vous demanderai d'en choisir un. Et puis, comme vous êtes excellent lecteur et que ça fait partie... si vous voulez, oui. Je vous laisserai le livre et je vous laisserai choisir. Vous travaillez aussi avec pas mal avec les enfants. Oui. Hein, ça s'appelle Ouvrez la porte au loup. Quand tu apprends l'alphabet, ne laisse pas tomber une lettre, car si elle se blesse, tu ne trouveras plus le mot pour appeler. Quand tu apprends l'alphabet et que le Z te paraît bien loin du A, demande à ta maman une chanson pour finir le chemin. Quand tu apprends l'alphabet, n'oublie pas le W, car même s'il est le plus costaud, il ne sert pas souvent et se sent un peu triste. Quand tu apprends l'alphabet, rappelle-toi qu'avec 26 lettres, on peut faire beaucoup de mots et tu pourras les partager avec tes parents, tes amis, tes secrets. Vous pouvez choisir un poème. Oui, je vais peut-être prendre un poème dans le dernier. Allez-y. Si vous voilà. Pardon. Besoin de poème. C'est un poème que j'ai écrit, puisque le livre est un récit, qui tout d'un coup se éclate en poème, revient au récit, éclate en poème, etc. Et ça, je suis content d'avoir intégré le poème dans le récit, parce que pour moi, dans la vie, c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est dans la vie, le poème. On nous demande toujours d'être ceci ou cela, d'être une fonction. Quand écrivez-vous votre premier livre, hein, généralement, quand on est dans une manifestation de poésie, parfois les gens posent cette question, et souvent, oui. Quand allez-vous écrire votre premier roman, hein? Oui, on veut toujours des romans. Laissez-nous écrire nos Alors poèmes. là, laissez-nous écrire nos poèmes, tranquillement. Monsieur Niolain, quand même, le syncrétisme, on vous l'offre sur un plateau ce soir. Oui, hein? C'est le triomphe du syncrétisme. Non, parce que c'est un poème, oui, que j'ai écrit j'étais à Lisbonne,
dans le métro et il y avait un homme qui lisait un livre comme j'ai jamais vu quelqu'un lire un livre. Jamais de ma vie. Je me suis après approché, c'était sans doute une Bible ou quelque chose de ce genre-là, mais peu importe, c'est un livre, c'est pas venu seulement du ciel. Et donc il était totalement intensément dans ce qu'il faisait. Et alors cet homme m'a offert son poème, si je puis dire. Je lui ai volé son poème. Son regard était tendu comme un fil au-dessus du vide. Ses yeux avançaient sur les pages comme les pas du funambule. Les phrases étaient autant de fils qu'il aurait traversés. Les mots pesaient sur la phrase comme la barre sur les bras du funambule. Le silence qu'il faisait en lisant allait crever. On aurait dit que cet homme qui lisait venait d'apprendre à lire. Très beau. Merci. Yvon Lemaine, je rappelle Le Jardin des Tempêtes, chouette poème 1971-1996, c'est chez Flammarion, et puis manifestation autour de la poésie, bien sûr, toute cette semaine. Je vous signale également que le week-end prochain, c'est l'ouverture du Festival international du film de femmes, c'est à Créteil pour 10 jours. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Je voulais simplement vous signaler deux choses. Chez Bleu de Chine, Daniel Elisseff, 20e siècle, la grande mutation des femmes chinoises, c'est une autre manière. Elisseff travaille à l'école des hautes études en sciences sociales et elle a beaucoup travaillé sur la mutation des femmes chinoises et c'est une illustration en creux de ce que vous disiez tout à l'heure de l'évolution de la société chinoise. Journée de la femme, dans une dépêche d'agence, lundi, le gouverneur de l'État américain du Dakota du Sud a signé lundi, à l'avant-veille de la Journée internationale de la femme, une loi rendant illégale l'interruption volontaire de grossesse dans tous les cas, sauf quand la vie de la mère est en danger. Voilà pour ce qui se passe aux États-Unis, où la peine de mort n'a toujours pas été abolie non plus. Par ailleurs, sachez que dans les prisons françaises, il y avait au 1er mars 59 167 détenus pour seulement 51 142 places. Voilà, on va se quitter en musique avec Yoga Moi, extrait du spectacle écrit et interprété par Irène Akiko Iida. Dans un élan irrésistible, si j'en crois la critique, Ida décide d'entreprendre un voyage périlleux autour de son corps. On parlait des échos qu'on pouvait trouver en soi et de l'expression que pouvait avoir le corps. Regardez ce qu'elle fait de son corps et je vous livrerai un secret tout juste après. yin
Irène Akiko Iida, le secret dont je vous parlais, c'est que Irène danse dos à son public. Je vois. Elle danse dos à son public. Puis, si vous posiez une question à ce propos. Fin de cette émission. Merci messieurs, merci d'avoir été parmi nous. Je voulais encore vous signaler de Pascal Martin, Le Bonsaï de Brocéliande. C'est un journaliste, un confrère qui publie aux Presses de la Cité dans la collection Terre de France son deuxième roman policier. Terre de France s'intéresse à des romans policiers situés dans les régions françaises, forêt de Brocéliande. À noter un regard aigu sur les jeux vidéo et sur le monde des jeux vidéo qui fait que parfois on confond la réalité et la virtualité. Conseil de lecture pour le week-end qui arrive. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Bonsoir, bonne nuit. المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف